Salut tout le monde, bienvenue à ce 5e vidéo entretien portant sur le thème l'amour, se mal aimer. Alors dans ce vidéo entretien, il sera principalement question de l'égoïsme. C'est au fond ce à quoi est réduit l'amour en cette post-modernité. En fait, l'amour est, au départ, si on se rapporte à Jean-Jacques Rousseau, hein, l'amour est foncièrement, essentiellement, sentiment. Un sentiment purement et simplement. Quelque chose, au fond, d'irrationnel. Alors, la modernité aimant, détestant l'irrationalité, va préférer donc euh, une attitude plus rationnelle. Et ce sera donc celle où l'égoïsme va triompher. L'égoïsme étant simplement la reconnaissance du fait que ce que nous aimons, ce que nous trouvons d'important, renvoie essentiellement à nos propres intérêts, à nos propres désirs. Hein. Il n'y a rien au-delà de ça. Et dans l'égoïsme, donc, il y a, je pense, deux formes qu'il faut bien distinguer. L'égoïsme que je désigne comme étant subjectiviste et l'égoïsme subjectiviste. Donc, pour ce qui est de l'égoïsme subjectif ou subjectiviste, la référence m'apparaît être celle de ce philosophe moderne britannique du nom de Thomas Hobbes dans le Léviathan, où au chapitre 11 du livre premier, en fait, Hobbes écrit cette célèbre phrase hein, où il écrit « Je place au premier rang, à titre de penchant universel de tout le genre humain, un désir inquiet d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu'à la mort. » Donc, pour Hobbes, l'être humain est un être de désir, un être insatiable, ou comme il a dit, lorsqu'un désir est satisfait, c'est un autre qui entre en scène et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est-à-dire lorsque la mort arrive. C'est la cessation de tout désir. L'homme, selon Thomas Hobbes, n'est qu'un être de désir. Et par conséquent, au plan politique, vous savez que Hobbes est un philosophe d'abord et avant tout politique. Alors donc, pour mater ce désir insatiable, il faut une espèce de tyran, de maître qui va veiller à ce que les désirs des uns n'empiètent pas sur les désirs des autres. Hein. D'où donc ce Léviathan qui gouverne, doit gouverner la cité.
Donc, donc l'être humain, selon Hobbes, est un être qui est mu par le désir. Désir insatiable et surtout désir irrationnel, qui ne veut que la satisfaction du désir. Alors donc, on est comme ça, nous dit Hobbes. Nous sommes ainsi constitués, notre propre nature, c'est d'être constamment embrigadés par nos désirs. Et toute la vie politique s'explique ainsi. C'est le désir de puissance, de toute puissance, qui marque donc la vie politique des hommes. Hein? Et en ce sens-là, on peut dire que Hobbes rejoint l'italien Nicolas Machiavel, hein, qui voit dans la politique l'expression, l'exercice de la toute-puissance. Hein, et comment, dans le prince, hein, comment le prince doit veiller à le plus possible, dans la mesure du possible, à rester en place pour pouvoir satisfaire ses désirs de toute puissance. C'est en somme ce à quoi se résume le célèbre prince de Machiavel. Alors il y a des affinités profondes entre Hobbes et Léviathan, Hobbes et Machiavel, concernant donc cette conception de l'être humain comme foncièrement égoïste. Mais égoïste au sens subjectif du terme. Au sens où ses désirs sont propres à chacun. Maintenant, distinguons donc de l'égoïsme subjectif ou subjectiviste l'égoïsme objectiviste ou objectif. Et là, la référence, me semble-t-il, est celle de cette philosophe américaine d'origine russe du nom de Ayn Rand, qui a publié dans les années 60, 61, ce petit essai de The Virtue of Selfishness, traduit en français par la vertu d'égoïsme. Alors, avec Ayn Rand, on est donc en face d'un égoïsme objectif ou objectiviste. Hein. Le premier texte de la vertu d'égoïsme, c'est un texte remarquable, paru aussi en 1961, ayant pour titre L'éthique objectiviste. Hein. Et donc, je vous lis un passage de l'éthique objectiviste. La vie d'un organisme est sa norme d'évaluation. Ce qui la favorise est bon, ce qui la menace est mauvais. La vie d'un organisme. Attendez, quelque chose d'autre ici.
c'est la vie de l'organisme, c'est-à-dire ce qui est requis pour la survie de l'organisme. Ensuite, le maintien de la vie de l'organisme, c'est son seul objectif. C'est seulement le concept de vie qui rend le concept de valeur possible. C'est seulement pour une entité vivante que les choses peuvent être bonnes ou mauvaises. Et pour rendre ce point tout à fait clair, essayez d'imaginer un robot immortel et indestructible. Une entité qui se meut et qui agit, mais que rien ne peut affecter, changer, endommager, mettre en péril ou détruire. Une telle entité n'aurait aucune valeur, ni rien à gagner ou à perdre, ou au contraire la menaçant à l'encontre ou pour ses intérêts. Elle n'aurait ni intérêt ni but. Donc, les êtres humains sont des êtres vivants et en tant que tels, selon Ayn Rand, on a tout intérêt à survivre. C'est la seule valeur qui nous est propre. Et en ce sens-là, je dirais que les partisans, les adeptes de l'évolutionnisme de Darwin devraient souscrire à la position de Ayn Rand. Parce que le seul objectif que nous avons en tant qu'être vivant, c'est la survie. Et tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur, selon Ayn Rand, eh bien, c'est la survie de nous en tant qu'être vivant. Hein? Donc, ce qui importe, c'est nos capacités à survivre. Hein? Et par conséquent, nous avons comme ultime valeur non pas tant le bonheur que notre propre survie. De sorte que c'est là l'expression de l'égoïsme au sens naturel du terme. L'égoïsme objectiviste, c'est l'égoïsme qui vise notre propre survie, pas celle des autres, la nôtre, d'abord et avant tout. Ce que nous faisons ensuite, ça nous regarde. Mais ce qui est important, selon Ayn Rand, c'est notre propre survie individuelle. Et c'est en ce sens-là que nous sommes égoïstes. Non pas au sens mauvais du terme, moralement condamnable, de quelqu'un qui ne centre que ses intérêts sur lui-même, hein, au détriment de ceux des autres. Ce que dit Ayn Rand, c'est que l'égoïsme est une vertu, une capacité à se maintenir en vie et d'assurer sa survie. D'abord et avant tout ça, il est condamnable, condamnable, intolérable de vouloir bannir l'égoïsme, puisqu'il s'agit en fait
d'une réalité naturelle en chacun de nous, selon Ayn Rand. Alors donc, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi euh, les évolutionnistes darwiniens ne souscrivent pas à l'égoïsme d'Ayn Rand, l'égoïsme objectiviste d'Ayn Rand. Bon, écoutez, concernant Ayn Rand elle-même, vous savez que elle n'a jamais... c'est une grande écrivaine. Hein, on lui doit, entre autres, la rédaction d'un roman absolument remarquable, Atlas Shrugged, qu'on a traduit en français pratiquement des années plus tard, publié, je crois, en 1959 la première fois, mais publié en français, en traduction française, sous le titre La Grève, en 2010, si je ne m'abuse, ou pas loin de là. En fait, Ayn Rand est non seulement conspuée aux États-Unis, mais inconnue et détestée dans le monde francophone. Ça, c'est clair et net. Ayn Rand n'a jamais enseigné dans une université aux États-Unis. Elle a créé sa propre école euh, euh, qui enseigne l'objectivisme, la philosophie objectiviste de Rand. Et donc, elle a donc vécu intégralement, systématiquement, sa propre philosophie, qui est celle qu'on pourrait résumer sous la valeur de la responsabilité individuelle, qui découle donc de cette réalité morale qui est celle de notre survie. Alors, dans ce cadre, tout altruisme, par conséquent, est déclaré parfaitement immoral. Hein? Alors, je vous invite à lire, par exemple, La Grève ou Atlas Shrugged, qui est marqué par le discours du héros John Galt, hein, d'où la fameuse question Who is John Galt? C'est donc John Galt qui parle à la radio, fait un discours fleuve à la radio pour justifier la grève que Galt commande aux entrepreneurs pour montrer l'irresponsabilité des gens vis-à-vis ceux qui produisent la richesse. Alors évidemment, en France comme au Québec, on est au plan politique, on est gauchiste pur et dur. Alors le discours de droite de Ayn Rand n'a jamais pénétré chez nous et en France en particulier. Donc,
on voit que l'égoïsme objectiviste a des répercussions majeures en philosophie politique, en ce sens qu'il engage à, des, à une négation, à un mépris, d'une certaine manière, de, de, tout, de, de tout état de droit, de tout état. Hein. Et on sait fort bien qu'ici au Québec, hein, l'État est roi et maître. Il a remplacé l'Église. Hein. Comme on disait à l'époque, hors de l'Église, point de salut. Eh bien aujourd'hui au Québec, nous disons hors de l'État, point de salut. Ce qui signifie que nous au Québec comme en France, nous sommes des partisans, sans peut-être trop le réaliser, du collectivisme opposé à l'individualisme que proclame, qu'a défendu Ayn Rand. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec notre thème, l'amour, se mal-aimer? Eh bien, c'est encore une fois une prolongation, une extension de la modernité qui se cherche d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas de... puisque l'amour n'est, selon Jean-Jacques Rousseau, qu'un sentiment, qu'une réalité subjective, nous sommes confrontés par conséquent à un relativisme, à un pluralisme ou un multiculturalisme qui laisse bon nombre perplexes. D'où l'égoïsme dans la branche, dans la voie objectiviste, qui ne fait pas de l'amour une réalité purement subjective, mais une réalité, pourrait-on dire, anthropologique, foncièrement objective au sens où chacun est mu par sa propre survie. C'est ça qui compte d'abord et avant tout. L'amour reste une décision de chacun. Mais ce qui compte au départ, c'est la réalité du désir d'épanouissement, de survie chez chacune d'entre nous. Nous en sommes là. Et les considérations sur l'aide à autrui, la bienveillance, sont du ressort de chacun. Donc, l'égoïsme objectif ou objectiviste est tout à fait opposé à un altruisme collectivisme, comme on le retrouve par exemple dans l'anarchisme, où chacun
agit pour pour le bien collectif, pour le bien-être commun. Alors voilà donc en gros ce dont je voulais vous entretenir dans cette vidéo, cette réalité auquel nous sommes maintenant confrontés, l'amour étant donc ce mal-aimé.